Tarek, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Beauvais au CGR, accompagné de Philippe Lachaud, acteur cette fois-ci, et non pas réalisateur, puisque le réalisateur du film 3 jours max, c'est toi Tarek. Que raconte ce film ? C'est la suite de 30 jours max et il raconte l'histoire de Ryan qui essaie cette fois-ci de rentrer dans les services secrets français, mais il est toujours aussi gauche. Et dans ce volet, en fait, sa grand-mère qui fait une télé-réalité au Mexique se fait kidnapper par un cartel et du coup, ils appellent Ryan et il a 3 jours pour sauver sa grand-mère, et d'où le titre 3 jours max. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Il y a eu un engouement autour du premier volet, malgré le fait qu'il y a eu le Covid, et les retours ont été bons. Et j'ai aimé faire ce film, j'ai aimé le réaliser, l'écrire, l'interpréter, et puis j'ai eu cette idée qui m'est venue après la sortie du premier volet, donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Et donc dans le choix du casting, on retrouve quasiment tout le monde. Puisque c'est une suite, donc on a les mêmes acteurs et c'est vraiment l'action man. Bon, peut-être un qui est un peu moins action man, qui est Philippe, qui est plus disco man, on va dire dans ce nouveau volume. Et c'est comment de tourner finalement en étant détaché. Je vais poser la question après dans l'autre sens, mais en étant détaché du côté réalisation, Philippe. C'est très agréable, ça fait beaucoup de bien, j'avoue, c'est reposant parce que quand on met en scène, on se soucie de quel temps il va faire, est-ce qu'on va pouvoir tourner, il va faire beau, les journées sont jamais assez longues, enfin bref, on a plein de questions, d'angoisses dont on est libéré quand on est juste acteur. On arrive, Tarek me dit je voudrais que tu le fasses comme ci, comme ça, on apprend son texte, on répète. Mais on est beaucoup moins stressé, beaucoup plus détendu, et je sais que du coup je rigole beaucoup plus, je fais beaucoup plus le con, on va dire, sur les films de Tarek que sur les miens au final. Et c'est l'inverse, et il y a l'inverse d'ailleurs. Tarek, dans ton film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai vu il y a 3 jours maintenant. 3 jours. 3 jours max. C'est bien fait aussi, mais sans le faire très pro. Et c'était pas voulu pour le coup. Alors on voit tout de suite le fan de beaucoup de films, le cinéphile finalement de Tom Cruise, d'Indiana Jones, de Terminator. On fait certaines scènes à Élodie Fontan qui sont compliquées. Elle n'était pas dans le précédent, elle a un rôle dans celui-là, un rôle vachement physique quand même. Il y a d'ailleurs un combat entre elle et Vanessa Guide qui est particulièrement bien réglé. Et justement, est-ce que l'envie de faire des cascades dans tes films serait pas venue d'un certain saut en parachute au moment de Babysitting 2 ? Oui, c'est vrai que j'ai pris goût aux cascades quand on a fait Babysitting 2. On en avait parlé ici, On avait parlé. Je savais pas que ça venait Si, ouais. Je sais même pas. Quand on a sauté réellement en parachute, on avait appris à faire du parachutisme, Philippe, Julien, Élodie et moi. Et donc on avait fait près de 70 sauts pour faire cette séquence-là. Et on avait vraiment pris goût en fait à ça, et j'ai encore plus pris goût aux cascades. Et du coup, depuis, j'aime faire mes cascades moi-même, et puis je suis fan de Tom Cruise. C'est vrai, et quand je vois ses films et que je vois qu'il fait lui-même ses cascades, je trouve que ça rajoute un plus à ses films. Moi, en tant que spectateur, je me dis putain, c'est dingue ce qu'il fait, je trouve qu'il triche pas. Et à mon échelle, j'ai envie de faire un peu la même chose, j'ai envie de reproduire le même effet chez les spectateurs. J'ai pas le même budget, donc voilà. Oui, mais j'essaie de reproduire un peu cet effet-là, voilà, de pas tricher en tout cas. Et évidemment, on n'a pas le budget des Américains, il suffit qu'ils en fassent un remake avec toi ou avec Tom Cruise. Et j'ai vu en interview Tom Cruise pour Mission Impossible aussi qui parlait de Tarek. Il disait que lui aussi était assez fan. Il avait vu le film en projet de presse. Ouais. Et ça l'a fait un peu flipper. Ouais. J'ai vu. C'est même demandé s'il n'avait pas arrêté Mission Impossible pour le coup. En tout cas, voilà, ça lui met la pression. Ouais, je peux comprendre. Tu t'entoures pour tes cascades d'un gars que
j'ai déjà croisé sur une série. Marc David. Ouais. C'est Marc et David, ils sont deux. Non, C'est pas vrai. Ah, c'était pour voir si vous connaissez vraiment. Non, Marc David. Non, c'est Marc David qui d'ailleurs va régler, et je suis assez fan de la série en question, Gang of London, troisième saison. Grave. Et d'ailleurs, quand tu parles de Marc David, et tu parles de la séquence de bagarre entre Élodie Fontan et Exactement, qui est une véritable chorégraphie, qui est magnifique. Voilà. Alors là, je dis, dans le film, chapeau, bravo. Elle est extraordinaire, cette séquence de bagarre. Et les filles se sont vachement préparées aussi en amont. Et elles ont été super, et il a été super. Et même ces cascadeurs ont été vraiment super. Et ils sont pros. Et franchement, pour moi, en fait, c'était quand il m'a dit qu'il allait chorégraphier des bagarres du coup sur la série Gangs of London. Pour moi, en fait, j'étais hyper content, j'étais hyper heureux pour lui, mais quelque part, je me suis dit, en fait, c'est normal, c'est logique. C'est une logique. Et même, j'irai même plus loin, je pense qu'il ira même, et je lui ai dit, il ira même aux États-Unis pour être régleur de. Il a travaillé avec Xavier Jans récemment sur Farang, qui est un film magnifique. Et c'est vrai qu'on dans la scène de combat entre les deux filles du film, ce qui est génial, c'est que c'est aussi la qualité du réalisateur, c'est que les visages, on les voit bien, que donc c'est elles qui font cette cascade, et c'est réglé, c'est une chorégraphie, c'est de toute beauté, hein, donc c'est la limite de la comédie musicale. Bon, on se met quand même des sacrés bourre-pifs, mais bon, c'est vraiment une scène très réussie. Question à vous deux. Vous êtes à la fois réalisateur, acteur, scénariste, cascadeur, pour Tarek surtout, chanteur pour Philippe, enfin, il essaye, et toujours pas le melon. Sauf Julien, lui, il a. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Alors que lui, il est pas. Il serait venu, on n'aurait pas permis de rentrer. Il y avait la liste, Julien. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans la liste, mais il a le melon. Il fait les castings, il a voulu tenter sa chance là aux États-Unis. Ça n'a pas encore pris. Il n'a pas eu son visa. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape! On sait pour toi, Philippe, que tu es un enfant de la région, tout près de Beauvais. Vous n'êtes pas passé par des sérails, je ne vais pas dire classiques parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas d'écoles ou de trucs de ce style, de cours très onéreux parce que vos parents, comme les miens, n'avaient certainement pas les moyens. Si vous aviez, parce que sur notre radio, il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent, si vous aviez des conseils à donner à un jeune qui a juste envie de faire un de ces métiers-là. De jamais lâcher l'affaire. Parce que il y a 3 facteurs pour moi qui sont primordiaux. Il y a le travail, il y a le talent et il y a la chance. Mais il va y avoir 20 000 échecs. Mais il faut jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire que nous, on a rencontré des milliers et des milliers d'échecs. On s'est mangé des murs, mais comme pas possible. Et on n'a jamais lâché l'affaire. Après, c'est facile de dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que bien évidemment, au bout d'un moment, il faut se nourrir. À 65 ans, en pré-retraite, il faut commencer peut-être à réfléchir à autre chose. Mais si tu as ce truc-là en toi, si tu as une vraie flamme qui t'anime, il ne faut pas lâcher l'affaire. Après, il n'y a pas de vrai conseil de dire il faut prendre coucher des fois, mais encore. Julien, il a couché. Ouais. On voit ce que ça lui a apporté. Voilà. Parle-nous un peu des lieux de tournage, oui. Sans dévoiler. On peut dévoiler les lieux de tournage évidemment, oui. Mais sans dévoiler la trame du film. Justement, donc, en nous citant un peu là où vous êtes allé tourner. On a tourné en France, on a tourné à Abu Dhabi et au Mexique. C'était cool. Ouais. Et au Mexique, c'était au moment où Alibi.com 2 sortait. Ouais. Au Mexique. Non, en France. En France. Et ça vous a fait quoi? C'est quoi cette dimension d'être à la fois? Non, en fait, pour parler sérieusement. Parce que c'est exactement. En fait, on tourne au Mexique pendant qu'Alibi.com 2 sort en France et marche. Non, au-delà de nos espoirs. Non. Attends, après tu raconteras l'anecdote. D'abord, en fait, on est en train de tourner. Après, tu raconteras cette anecdote qui est nulle.
Alors, d'autant plus. Non, elle est nulle cette anecdote, mais d'abord je raconte moi je raconte mon anecdote. Allez, d'abord. chacun son anecdote, on va pas se battre. Parce qu'elle est nulle cette anecdote en plus. On est en fait entre deux prises et à un moment on est on est sous une tente et je suis avec Philippe, Julien et Elodie. On est en train de boire un peu d'eau pour se rafraîchir et je leur dis quand même c'est fou ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire qu'on est en train de tourner un film au Mexique. Déjà c'est une chance incroyable et en plus de ça en parallèle en France on sait que Alibi.com 2 est en train de cartonner et ce qui est fou en fait, c'est-à-dire que c'est le plus gros carton de tous les films qu'on ait jamais fait. Donc voilà, c'est quand même dingue. Et voilà, je leur dis, vous vous rendez compte de la chance que l'on a quand même. Et voilà, c'est juste pour dire quand même qu'on est assez conscient que on vit un rêve éveillé. Maintenant, tu peux raconter ton anecdote qui est nulle. Ça rejoint ce qui. Non mais Elle est bien lancée. Elle est nulle et en plus elle est remixée son anecdote. Non mais il y avait un jour où on était off, on était au Mexique, c'était chouette. Du coup, les producteurs avaient organisé une espèce de petite fête sur la plage et tout, et en fait il y avait des espèces de petites mangroves où en fait on avait pris du bon temps, il y avait des planches où on pouvait aller nager, faire de la chose et tout. Non mais c'était très agréable. Et en fait on se baignait tous et tout machin, et moi j'avais pris une planche où je faisais ça, et Tarek avait aussi une planche, et il y avait une jeune fille qui était sur sa planche devant. Non, une jeune fille, déjà c'est assez bizarre de dire une jeune fille, il y avait une fille de l'équipe technique qui était avec nous. Oui bien sûr. Donc voilà, devant Tarek et Tarek du coup Pagayait. Non, c'est elle qui pagayait. C'est elle qui pagayait. Tarek était derrière comme ça pendant que la fille pagayait, et du coup il regardait devant lui comme ça, la fille qui pagayait devant lui en maillot de bain, et il était là, il me dit c'est fou hein. C'est fou ce qui nous arrive, on est là au Mexique comme ça, Alibi.com marche bien en France, on a vraiment de la chance d'être là. Et moi j'étais explosé de rire parce que bref, c'était spécial, c'était très mal raconté. Non, elle est bien. La vue était. C'est du niveau David Guetta finalement. Tu vois pourquoi je l'ai pris en tant que DJ, parce qu'il remixe bien. Voilà, ça, on sent que celle-là on va l'entendre. Vous allez à la rencontre du public à travers les avant-premières, et c'est toujours un exercice, on va dire, mais pour vous, c'est quoi d'aller présenter, d'être au contact du public comme ça? Alors ici, dans notre plus grande salle, qui est complète. Que ce soit pour Philippe, Julien ou moi, il y a une pression, parce que à chaque fois, on redistribue les cartes. On ne sait pas si le film va plaire ou pas, on se met à chaque fois la pression sur l'écriture, sur le tournage, sur la post-production, parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire marrer les gens. Et quand on présente le film en tournée d'avant-première, on veut faire marrer les gens, donc on a peur quelque part que le film ne fasse pas rire les gens. Quand on a l'occasion d'arriver en fin de projection et qu'on est quelques minutes avant la fin du film, on se glisse dans la salle et puis on écoute les rires, et puis quand on a après les retours du public et qu'on entend les rires, ça nous rassure, ça nous fait du bien. Et après les commentaires et tout ça, pareil, on lit beaucoup. Parce que quand on fait un film, forcément, on n'a pas le retour direct des gens, seulement quand on fait la tournée en première. On pourrait penser à une suite encore de nouveau, qui serait, si on suit la logique, ça serait 3 heures max, mais... On va voir déjà si le film marche et si le film plaît, et après... Le problème, c'est s'il y a un 4. S'il y a un 4. 3 minutes max, du coup... Il revient de vacances. On va l'excuser, il revient. T'es bien en promo sans moi en fait. S'il y a un 5, les DJ, 3 secondes max. Je comprends maintenant, on comprend mieux. 3 secondes. Non, voilà, on va déjà voir si le film marche, si le film plaît surtout, et après, s'il y a une bonne idée. Allez, on met tous les branlés! Je pense que ça sert à rien de s'interposer là. Vas-y, fonds! Attention, ma mère! Ils ont tué mon Francis! Eh merde, il est pas mort le vioc. Wouh!